Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Nous recevons sur le canapé rouge ce lundi Monsieur Alain-Claude Biliminzé, ancien Premier ministre. Monsieur Alain-Claude Biliminzé, bonsoir. Bonsoir. Comme il est de coutume sur notre émission, la première question que je vais vous poser est celle de savoir comment vous vous portez. Je me porte bien, physiquement tout va bien, moralement ça va, mentalement aussi, intellectuellement je me porte bien. J'ai aussi une vie familiale épanouie, j'ai une vie amicale et associative tout aussi épanouie, donc tout va bien, ça va. En tant qu'homme politique et donc normalement en tant que personnalité qui a un regard large sur sa vie personnelle et celle de ses concitoyens, est-ce que vous avez le sentiment que les Gabonais se sentent comme vous aujourd'hui? C'est difficile à dire parce que j'aurais voulu que les Gabonais se sentent comme moi, mais je les rencontre au quotidien, je discute avec eux. Il y a eu au premier mandat d'Ali Bongo un gros espoir qui a été créé avec son projet L'avenir en confiance sur le triptyque paix, développement, partage. Cela a été rapidement déçu parce que des promesses ont été faites et n'ont pas été réalisées, notamment la promesse des 5 000 logements par an. Ça n'a pas été réalisé et cela fait que plusieurs des réalisations d'Ali Bongo n'ont pas été perçues par les Gabonais parce que les principales qui étaient attendues n'ont pas été réalisées. Au second septennat, ça a été plus difficile, où on a eu de l'investissement direct étranger très important, on a eu de la création d'emplois, on a eu également des recrutements à la fonction publique, mais malgré tout, la vie était difficile. Et le 30 août 2023, avec la prise de pouvoir par les militaires, les Gabonais ont vu naître un nouvel espoir. Ils ont pensé que du jour au lendemain, leur vie allait s'améliorer. Et j'observe malheureusement que pour beaucoup d'entre eux, la situation est même peut-être pire qu'avant. Justement, dans votre développement, vous évoquez ce qu'allait être notre deuxième question. Donc, quel regard portez-vous justement sur la gestion par les militaires aujourd'hui de la chose publique, politique principalement? Vous savez, moi j'ai souhaité ne pas, dès les premiers instants, me prononcer. J'ai souhaité laisser aux militaires la possibilité de prendre leur marque et de dire au pays où ils allaient. Les militaires eux-mêmes ont donné le sentiment qu'ils étaient préparés. Ils sont allés dans tous les sens, ils ont ouvert des chantiers partout, ils ont annoncé plusieurs choses et on se rend compte très rapidement que, contrairement à ce qu'ils disent dans leur propagande, la plupart des grands chantiers qu'ils ont inaugurés, c'est ceux qui ont été initiés, financés, finalisés même parfois par Ali Bongo et ses équipes. J'en prendrai 3. La voie de contournement de l'aéroport de Libreville, tout le monde sait que c'est Ali Bongo Ndimba qui a voulu cette voie de contournement, qui l'a financée par un mécanisme en PPP, un mécanisme qui a permis au financement de ne pas être interrompu et d'aller jusqu'au bout. Cela était attendu à être inauguré après la présidentielle. Il y a eu le coup d'État, il n'a pas pu l'inaugurer. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est l'usine de Perenco, Batanga, pour ce qui est de la mise en bouteille de gaz butane. Hélas, cette usine a été inaugurée par le général Oligui en présence de M. Jamping, en oubliant de rappeler que c'est Ali Bongo et ses équipes qui avaient voulu cela. Le troisième exemple que je prendrai, c'est la Transgabonaise, qui est aujourd'hui quasiment finalisée dans sa première phase et pour laquelle on a voulu faire croire que c'est le CTRI. Et donc ces exemples montrent bien qu'il n'y a pas de projet d'envergure voulu par le CTRI, à part quelques routes en béton, ce qui est appréciable du reste. Et sur ces routes en béton, on se rend bien compte que ce n'est pas des entreprises gabonaises, contrairement à ce qui avait été entendu. C'est toujours les mêmes Libanais, les mêmes Maliens, les mêmes Sénégalais, et maintenant on ajoute les Burkinabés. Et donc là aujourd'hui, on a dit aux Gabonais honneur et fidélité à la patrie, on a dit qu'on allait restaurer la dignité des Gabonais, qu'on allait créer de l'emploi pour les Gabonais, des entreprises pour les Gabonais. Ce qu'on nous réserve, c'est les chauffeurs de taxi. Et moi, j'observe simplement qu'il y a de la déception, il y a de la frustration, sur d'autant plus que le premier engagement qui a été pris par les militaires, c'était de restaurer les institutions. Et un an après, aucune institution n'a été restaurée. Un an après, on ne nous a pas dit les raisons pour lesquelles il fallait les restaurer. Un an après, on se rend compte qu'en fait, on a pris les mêmes pour recommencer. Et c'est là qu'il y a un vrai hiatus, et c'est pourquoi j'ai pris toutes mes distances, parce que je ne partage pas du tout cette manière de procéder.
Très bien. Donc, depuis le coup d'État, plusieurs événements ont marqué le déroulement de la transition, à l'instar de l'organisation du dialogue inclusif, auquel vous n'avez d'ailleurs pas pris part, et récemment l'Assemblée constituante. Êtes-vous satisfait des premières dispositions divulguées de ce projet de révision constitutionnelle? Peut-être que c'est à travers cette révision constitutionnelle que les institutions se verront restaurées. J'ai regardé la manière dont le dialogue s'est déroulé. Et dès le début, j'ai indiqué qu'il n'en sortira rien de bon. C'était un dialogue verrouillé. Et dans le livre Aoumaou, j'en parle en termes d'espoir volé, parce que là aussi, les Gabonais ont mis beaucoup d'espoir. J'ai rencontré des jeunes gens de la diaspora qui sont venus, qui ont voulu participer, qui ont participé, mais dont les propositions n'ont pas été prises en compte. En réalité, ce dialogue a été verrouillé dès le départ. Le rapport général était prêt avant l'ouverture des travaux. Et tout ce qui est sorti de ce dialogue, exactement ce qu'a voulu le général Oligui, une société d'exclusion, et ça se retrouve aujourd'hui dans le projet de constitution. On ne peut pas sortir d'un dialogue et se retrouver plus divisé qu'avant. Il se passe quoi dans notre pays aujourd'hui? Notre pays aujourd'hui, il est fractionné, il est divisé. Il y a évidemment les soutiens mordicus du CETERI, mais cela, c'est ceux qui hier tapaient sur Ali Bongo à n'en plus finir, et qui aujourd'hui acceptent tout ce que fait le CETERI, quand bien même c'est pire que ce que faisait Ali Bongo. Je prends deux exemples. Quand on dit qu'il faut en finir avec les nominations familiales, on regarde toutes les nominations en conseil des ministres, il faut être le parent d'eux, le cousin d'eux, le frère d'eux, ce qu'on appelle nomination copain, coquin, conjoint même et consanguin. On a des gens qui disent qu'Ali Bongo n'a rien fait, mais qui s'empressent de nommer leur conjoint à la tête d'institutions ou de structures créées par Ali Bongo. Tout cela n'est pas tout à fait correct. Vous parlez de la Constitution, du projet de Constitution. J'ai lu ce projet de Constitution et je n'en revenais pas. Le préambule de ce projet de Constitution remet en cause totalement les acquis démocratiques de notre pays depuis 1990. Tout se passe comme si le Gabon est né le 30 août 2023. Mais il y a un Gabon qui a combattu Omar Bongo. Il y a un Gabon qui, en 1990, a fait le point à la conférence nationale de la gestion de l'État pendant 30 ans, de 60 à 90. Ce Gabon-là existe, ces acteurs existent, et ils ont continué à travailler. Moi, j'ai travaillé avec eux dans l'opposition, je suis ensuite rentré dans la majorité, et je sais la part que chacun a pu prendre pour tenter de consolider la démocratie dans notre pays. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce projet de constitution, s'il était adopté tel quel, c'est la fin du multipartisme. C'est la fin de la démocratie, parce qu'on vous dit dedans qu'il faut que les partis soient en 4 blocs idéologiques. Ça s'est vu dans quel pays? Même la Corée du Nord ne peut pas le faire. On ne peut pas dire ça aux gens. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'association, ça fait partie des grands droits reconnus à chaque être humain par tous les textes internationaux. Et donc, on ne peut pas valider ce projet. Le pire de ce projet, c'est qu'il sape les fondements de la nation gabonaise. Les pères fondateurs ont posé pour principe que toutes les personnes domiciliées au Gabon au 17 août 1960 deviennent Gabonais comme nationalité d'origine. On ne peut pas, 60 ans après, remettre ça en cause et dire Léon a eu tort, Ngodjo a eu tort, Obama a eu tort, que tous ceux qui étaient là au départ ont eu tort, les Souzat, etc. Et dire par la suite que Omar Bongo a eu tort. On juge Léon après sa mort. On estime que Léon a mal fait d'épouser une centrafricaine. Et donc, les enfants de Léon seraient aujourd'hui illégitimes pour être candidats à la présidentielle. On juge Omar Bongo après sa mort. On dit qu'il a eu tort d'épouser une Congolaise. Et donc, les enfants d'Omar Bongo seraient aujourd'hui illégitimes. Mais si on regarde tous ceux qui ont dirigé ce pays et qui ont eu une épouse étrangère, de Casimir Oyemba, en passant par, mais presque tous d'ailleurs qui ont dirigé le pays, ont eu une femme étrangère, Omar Bongo, et bien d'autres. On ne peut pas bâtir un pays dans l'exclusion. Moi, je vous dis, je vais me battre de toutes mes forces pour faire échouer cette tentative de destruction de la société gabonaise. Parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Dans toutes nos familles, dans nos environnements aujourd'hui, on trouve des enfants de père ou de mère qui viennent de l'étranger. On ne peut pas exclure la diaspora. On ne peut pas avoir sollicité la diaspora pour saluer le coup d'État et aussitôt fait, on exclut la diaspora. On ne peut pas dire que les Gabonais aujourd'hui
qui travaillent pour le pays dans le cadre de cette transition vont être exclus. Ce n'est pas acceptable. Et donc, on se battra pour faire échouer cela. Très bien. Alors, vous avez récemment publié un ouvrage intitulé « Aoumaou, oser l'espérance pour un autre Gabon ». Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Ce qui a motivé à écrire ce livre, et d'ailleurs je le dis dans le livre, c'est une forme d'exaspération d'entendre cette espèce de vulgate qui a été entretenue par le CTRI et son chef, et de dire que pendant 14 ans, vous n'avez rien fait. C'est d'autant plus surprenant que ces 14 ans-là, beaucoup de ceux qui l'entourent aujourd'hui ont été là, avec nous pendant 14 ans. Même si Ali Bongo n'a pas fait tout ce qu'il a promis, même s'il n'a pas fait ce qui a été attendu de lui, il est exagéré et faux de dire que rien n'a été fait. Nous sommes aujourd'hui dans une entreprise de communication, médias, qui travaille, qui emploie du monde, mais ces médias n'auraient pas existé si 3 choses n'avaient pas été faites par Ali Bongo. La première chose, c'est le code de la communication que moi j'ai fait sous l'impulsion d'Ali Bongo et qui a consacré l'existence d'entreprises de communication, qui permet aujourd'hui d'avoir dans notre pays des entreprises privées de communication qui emploient du monde et qui peuvent contracter avec des grands groupes ou même d'autres PME. C'est la première chose. La seconde chose, il a fallu travailler pour qu'il y ait au Gabon Internet à haut débit. On a mis la fibre optique à haut débit. C'est moi qui ai signé la convention avec GVA qui permet aujourd'hui à chaque foyer de recevoir Internet par fibre optique aérienne. Ce qui a démocratisé l'Internet. La troisième chose qu'il a fallu faire pour que votre entreprise existe, c'est qu'il a fallu créer l'environnement et l'écosystème par des lois qui ont été prises, notamment au-delà du code de la communication, toutes les lois sur l'économie numérique ont été prises. Et donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Si on prend le domaine routier, où des travaux ont été faits, moi, je rappelle aux gens que Njolé Medouman a été fait par Ali Bongo. Et lorsque je parle de cela, je me souviens qu'à l'époque, on disait « cette route ne sera jamais faite parce qu'Anjolé en a tué un prêtre ». Ça se disait comme ça. Mais c'est Ali Bongo qui a fait Njolé Medouman. C'est lui qui a fait la Lara au vent. Même si au vent, Makoko n'a pas été fait, j'y reviendrai très rapidement. C'est lui qui a fait Omboué Port-Gentil. C'est lui qui a fait Mouila Ndende Chibanga. C'est lui qui a fait Chibanga Mayumba, le pont sur la Bagno. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. C'est vrai qu'il n'a pas tout fait, mais il a fait ça. Il a fait la zone d'un coq, il a fait les plantations de Mouila. Aujourd'hui, le Gabon exporte de l'huile de palme vers le Cameroun, ce qui n'avait jamais été le cas avant. On emploie aujourd'hui sur une coque, sur les usines de Mouila, et même au niveau de Awala dans l'estuaire, ou alors sur les viticultures Habitam, ce sont des milliers de Gabonais qui ont trouvé de l'emploi. Ce sont des éléments concrets. J'ai donc voulu à travers ce livre dire ce qui a été fait. Évidemment, toute œuvre humaine est imparfaite. Ce livre lui-même n'aborde pas tous les sujets. Il aborde globalement ce qui a été fait, formation professionnelle, recrutement dans la fonction publique, création d'entreprises, investissement direct étranger, mais j'aborde aussi mon propre bilan. Mon bilan de ministre, tous les départements par lesquels je suis passé, j'ai indiqué ce que j'ai fait à la communication, à la culture, économie numérique, sport, j'en oublie peut-être, énergie, affaires étrangères, et bien sûr en tant que Premier ministre. Je voudrais dire, permettez que je m'arrête un instant sur cette question. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire de Vedi Binze le bouc émissaire du système Bongo PDG. Je ne serai pas le bouc émissaire. Je ne serai pas la victime expiatoire. Je ne serai pas l'agneau sacrificiel. Le système Bongo PDG, il a 56 ans. En 56 ans, il a eu des premiers ministres, dont Omar Bongo lui-même, qui cumulait président et chef du gouvernement. Il a eu Léon Mébiam et on fait toute la suite. Je suis celui qui a mis le moins de temps à la fonction, 7 mois. En 7 mois, j'ai trouvé un budget en cours d'exécution. Et en 7 mois, je n'ai pas pu présenter un budget puisqu'il y a eu un coup d'État. Comment est-ce qu'on pense que je vais porter sur moi le bilan des 56 ans du pouvoir Bongo PDG? Quand aujourd'hui, autour d'Oligui, on retrouve des gens qui ont été et avec Omar Bongo, et avec Ali Bongo, et qui sont à ses côtés. Je refuse cela. Je veux qu'on fasse mon bilan, c'est ce que j'ai fait dans ce livre, et qu'on parle de ce que j'ai fait. J'attends qu'on me dise, mais vous avez dit ceci, ce n'est pas vrai. Et moi, je dis, le CTRI, on ne peut pas mentir aux Gabonais. Lorsque le CTRI dit avoir construit des châteaux d'eau en moins d'1 an, il ment aux Gabonais parce que ces châteaux d'eau-là ont été faits sous Billy Binze. Lorsqu'ils disent qu'ils ont, en moins d'1 an, fait 417 km de routes bitumées, je demande à voir dans quelle partie du territoire ces routes existent.
C'est du mensonge. Lorsqu'ils disent qu'ils ont fait 600 km de route, je demande à voir où sont les 600 km de route. Il ne faut pas donner comme ça un chiffre, parce que personne n'aurait à vérifier. Il faut dire, on a bitumé 400 km de route à tel endroit. Comme ça, on peut aller voir. Et vous êtes journaliste, allez vérifier. Moi, je dis que ça n'existe pas. Qu'on me dise où se trouvent ces 400 km de route qui auraient été bitumés en 4 mois. Et donc, on ne peut pas. Il est évident qu'en tant que gouvernement et en tant qu'État, il y a des choses qui vont être faites. Il y a des choses qui ont commencé à être faites, mais il ne faut pas mettre la poudre aux yeux aux Gabonais. Aujourd'hui, il faut penser que le Gabon va être construit par des entreprises venues du Burkina Faso, alors qu'on nous a dit, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, qu'il fallait favoriser un entrepreneuriat gabonais financé par les entreprises gabonaises et des banques gabonaises. On en est où aujourd'hui? Et donc, les engagements du 30 août, ils les ont oubliés. Les engagements du 4 septembre, ils les ont oubliés. Et moi, avec mes camarades qui avons mis en place la plateforme Ensemble pour le Gabon, on est là pour rappeler au CTRI ces engagements. Vous avez dit au terme de la transition, vous rendrez le pouvoir aux civils, il faut rendre le pouvoir aux civils. Ne vous accrochez pas. Parce que si vous le faites, vous mettez le pays en danger. Nous ne l'accepterons pas. Très bien, poursuivons et restons sur votre ouvrage, dans lequel, d'ailleurs, vous évoquez entre autres votre bilan, comme vous l'avez dit, l'organisation de l'État, en pointant notamment l'omniprésence du cabinet présidentiel que vous qualifiez de saboteur de la République. Concrètement, et sans langue de bois, quels étaient vos rapports avec le cabinet présidentiel lorsque vous étiez Premier ministre? Le cabinet présidentiel, et au-delà du cabinet présidentiel, il y a toujours eu, autour du président Ali Bongo, il est vivant heureusement parce qu'on ne me dira pas de dire les choses dans son dos. Certains, dès le départ, ont pensé me situer en adversaire, à l'intérieur même du système, où j'étais présenté comme un adversaire potentiel et j'ai été combattu pour cela. J'ai été combattu vertement pour cela. Ensuite, le système a voulu que tout remonte au président, ce qui somme toute est normal. Mais lorsque ça remonte au président, ce n'est pas pour empêcher le gouvernement d'agir. Les éléments que je vous ai cités là auraient pu être inaugurés sous nos gouvernements. Lorsqu'on prend le domaine de la santé et que le président du CTRI va inaugurer le nouvel hôpital à Ovendo, l'hôpital sur les maladies infectieuses qu'on a baptisé professeur Garouma, mais c'est sous le gouvernement Osouka que Patrick Obiang, ministre de la Santé, a commencé les travaux de cet hôpital. Ça s'est poursuivi avec moi. Et en juillet 2023, le président Ali Bongo est allé visiter cet hôpital. Tout le monde a vu. Si je prends les hôpitaux financés dans le cadre du programme PIS par l'FD, que ce soit l'hôpital de Minzik, l'hôpital au Vent, l'hôpital de Mvadi, l'hôpital de Fougamou, l'hôpital de Ndéné, l'hôpital de Medouna, Fougamou aussi. De Fougamou également. Si je prends même l'hôpital de Menkambo, tout ceci a été fait sous Ali Bongo. Et lorsqu'on inaugure aujourd'hui, on nous dit, voilà, c'est le CTRI. Si je prends les commandes de matériel militaire, on ne commande pas de matériel militaire en 3 mois ou en 4 mois. Ce sont des commandes qui ont été passées sous Ali Bongo. J'ai été Premier ministre. Simplement, les fournisseurs de matériel ne voulaient pas livrer ce matériel dans la période électorale. Cela a été livré par la suite et on fait croire aux gens que c'est le CTRI qui a commandé ça. Je prends le matériel pompier. C'est sous Michael Moussa que ça a commencé. Madame Goubili a poursuivi et là, c'est la poudre aux yeux. Et donc, les saboteurs de la République, c'est ceux qui, au quotidien, ont empêché le gouvernement et les autres institutions d'agir. C'est ceux qui, quotidiennement, ont parasité l'action du chef de l'État. Parce qu'une fois que le président a donné des instructions à son gouvernement et que derrière son propre cabinet venait saboter cela, parce qu'on voulait placer ici une entreprise créée par un copain, on voulait placer là l'entreprise de son frère, c'est tout ça qui a saboté l'État. Ça a saboté le fonctionnement. Saboter également, c'est le fait de ne pas reconnaître aux institutions leur autorité, leur pouvoir. Quand un directeur de cabinet peut venir s'asseoir au niveau de l'Assemblée nationale pour assister à la déclaration de politique générale du Premier ministre, c'était le cas sous Mme Osouka, je trouve que ça ne se fait pas. Et donc tous ces éléments-là ont montré que le président Ali Bongo, dont la gouvernance a bien montré que c'est quelqu'un qui déléguait. Ce qui, somme toute, n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'on délègue, il faut que derrière, il y ait des mécanismes de contrôle, d'alerte et de sanction. Or là, je le dis, le président a tellement délégué qu'il a même délégué jusqu'à sa propre sécurité. Et on voit ce que ça a donné. Celui sur qui il comptait pour sa sécurité l'a déposé. Et moi, j'estime qu'il faut en tirer les leçons. Et l'une des leçons à tirer,
c'est effectivement de revoir notre système institutionnel et de mettre une frontière étanche, ce que j'appelle un cordon sanitaire, entre le cabinet du président et les institutions. Et ce n'est pas en proposant dans la Constitution que le pouvoir soit détenu par un seul homme, le président, qui est donc président de tout. Il préside les forces de défense et de sécurité, il préside le conseil de la magistrature, il préside l'État, il est au-dessus des institutions, il peut dissoudre l'Assemblée, mais imaginez ce que ça va donner comme pouvoir à ses collaborateurs, ce n'est pas acceptable. Donc voilà. Ok. Dans Aoumaou, Oser l'espérance pour un autre Gabon, vous indiquez que la prise de pouvoir par les militaires est toujours signe d'un échec et d'un dérèglement profond de la vie démocratique qui l'a précédé. Est-ce un aveu d'échec pour vous qui avez été Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba? C'est un échec global de la classe politique. Ça veut dire que ce que nous avons fait n'a pas été suffisant pour amener l'apaisement dans le pays. Ça veut dire que l'alternance bloquée a été un problème. Et lorsque l'alternance est bloquée, ça se termine par un coup d'État, que ce soit un coup d'État militaire ou une insurrection. Et donc, la classe politique, les institutions doivent favoriser l'expression libre des populations et tenir compte du résultat des suffrages. Je le dis modestement. Après, on va me dire, ouais, mais vous avez été là, vous avez soutenu. Mais une fois que les institutions ont dit que c'est Ali Bongo qui a gagné, mon rôle à moi était effectivement de défendre la victoire d'Ali Bongo. Je l'ai fait. On me reproche, par exemple, d'avoir dit en 2016 qu'il y a eu 8 morts. Mais les 8 morts que j'ai indiqués en 2016, c'est les 8 morts que la police, les services de l'État m'ont indiqués. Et depuis lors, je n'ai pas un élément contraire. J'ai des éléments contraires par l'opposition. Et j'observe, là aussi c'est un élément important, j'observe que ceux qui demandaient hier la vérité sur les morts de 2016 se sont tus, maintenant qu'ils sont en responsabilité. Alors qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité d'engager des enquêtes par la justice, puisque le ministre de la Justice vient de l'opposition. Ils peuvent mener des enquêtes parlementaires, puisque Mme Missambo, présidente du Sénat, elle vient de l'opposition, elle était de la coalition Jean Ping. Ils nous ont dit qu'il y a des charniers à la démocratie. Qui garde la démocratie? C'est la GR. Mais c'est la GR qui est aujourd'hui au pouvoir. Allez vérifier s'il y a eu des charniers. S'il y en a eu, il y a un problème. Et je le dis encore une fois, le jour où il y aura la démonstration qu'il y a eu des charniers, je retirerai ma loyauté à Ali Bongo, je demanderai pardon aux Gabonais d'avoir péché par ignorance. Mais moi je dis, je ne suis pas au courant de ça. On m'a dit, en tant que porte-parole, il y a eu 8 morts. Le chiffre de 8 morts a été communiqué à la CPI. Je rappelle que la CPI est venue au Gabon, à la fois à la demande du gouvernement gabonais, mais aussi à la demande de l'opposition. Le procureur de la CPI a envoyé au Gabon une mission pour regarder, et la mission est repartie en disant il n'y a pas eu au Gabon de faits constitutifs de crimes contre l'humanité, et donc la CPI ne peut pas être saisie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le bureau du procureur de la CPI qui le dit. Donc, puisque les gens insistent, je dis faisons la commission vérité, justice et réconciliation pour qu'on sache ce qui s'est passé, qui a ordonné quoi, qui a exécuté quoi. Pourquoi cette demande, lorsque je la fais aujourd'hui, on préfère m'insulter au lieu de pouvoir répondre à cette demande? Si on estime qu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire, et que les victimes pour lesquelles on se battait hier, ça n'a servi qu'à favoriser leur accès au pouvoir, qu'on le dise clairement, mais qu'on arrête de penser que c'est Billy Binze qui aurait organisé l'attaque chez Jean Ping. Je n'ai pas été aux responsabilités politiques directes à la tête des forces de défense et de sécurité pour avoir ordonné cela. Ceux qui l'auraient ordonné sont encore vivants, qu'on fasse la commission. Très bien. Depuis les événements du 30 août, votre formation politique vit, semble-t-il, une période d'incertitude, notamment dans sa gestion. Après avoir été nommé vice-président, vous avez d'ailleurs décidé de vous mettre en retrait en demeurant simple militant, et récemment, vous avez lancé votre mouvement avec d'autres compatriotes, la plateforme Ensemble pour le Gabon. Quelle est aujourd'hui la position d'Alain-Claude Bilye-Binze vis-à-vis du parti, mais surtout, comment envisagez-vous votre avenir au sein du PDG? Les questions politiques doivent être des questions claires. Ce ne sont pas des questions d'émotion, des questions de sentiments, ce sont des questions politiques. J'en profite pour répondre à quelques autres préoccupations. J'ai parfois entendu dire que j'aurais trahi l'opposition. Je rappelle que je n'ai adhéré qu'à un seul parti d'opposition, le RNB de Mbabessol. Le RNB de Mbabessol
ensuite est devenu RPG et est entré dans la majorité. C'est dans ce contexte qu'en 2005, le RPG fait la campagne d'Omar Bongo, avec d'autres partis politiques de la majorité. J'ai même d'ailleurs été moi-même porte-parole de la majorité. J'ai été à l'occasion de cette élection présidentielle en 2005, un des porte-parole du candidat Omar Bongo. À l'issue de la présidentielle, je suis entré au gouvernement comme ministre délégué pour le compte du RPG, dans la majorité. En 2010, pour des raisons, il serait peut-être trop long d'y revenir ici, mais j'avais voté la confiance au gouvernement Biyogemba avec d'autres députés du RPG. Le PERMBA et le RPG ont estimé qu'il fallait m'exclure du parti. Ils m'ont exclu du parti en 2010. Je n'ai pas démissionné. J'ai été exclu du RPG. Il est important de le rappeler. En 2011, parce que j'étais à l'Assemblée nationale dans une coalition RDP-RPG, quand je suis exclu du RPG, je reste assiégé pour le compte du RDP, auquel j'adhère donc. En 2011, je suis candidat à Makoko pour le compte du RDP. La hiérarchie du RDP me fait défaut et va soutenir mon contradicteur du PDG. Et donc, je perds l'élection à Makoko et je n'ai plus de parti politique dès cet instant-là. Lorsque j'arrive au cabinet d'Ali Bongo en mars 2012, je n'appartiens à aucun parti. C'est en 2013 que j'entre au PDG, au bureau politique du PDG, par la volonté d'Ali, qui m'a demandé de rentrer au PDG. Je le suis rentré. Et j'y ai travaillé. J'ai travaillé avec d'autres camarades. Et je dis qu'on a travaillé dans le cadre de ce parti-là pour accompagner et soutenir les actions d'Ali Bongo Ondimba. Lorsqu'arrive le coup d'État, moi j'estime que c'est le PDG qui est au pouvoir et c'est le PDG qui a été dégagé Manu Militari du pouvoir. Et qu'il fallait que le PDG fasse son examen de conscience, qu'il se dise, nous avions été au pouvoir pendant 56 ans, que s'est-il passé pour qu'on arrive à un coup d'État? Qu'avons-nous mal fait pour qu'on en arrive à cela? Le PDG, me semble, s'y est refusé et s'y refuse encore aujourd'hui. J'ai donc quitté le directoire pour avoir ma liberté d'expression. Si j'étais resté membre du bureau du PDG, je ne serais pas là en train de vous parler comme je le fais là. Je ne parlerai pas aux Gabonais comme je le fais aujourd'hui. J'ai donc pris ma liberté. J'attends le prochain gros événement qui nous attend sur la place politique. Ça va être le référendum. Sur ce référendum, j'ai dit ce que je pense du projet qui est présenté. J'attends voir la position que prendra le parti et en fonction de cela, nous allons solder nos comptes politiques. Soit on continue ensemble, soit on se sépare. Mais on ne peut pas travailler s'il y a des lignes qui ne sont pas claires. J'aime la clarté, j'aime la cohérence. Vous êtes un des rares membres du PDG aujourd'hui à défendre publiquement, je dis bien publiquement, le bilan d'Ali Bongo Ondimba, au point que d'aucuns voudraient vous faire porter les échecs des 14 ans de sa gouvernance. Que leur répondez-vous? J'ai jamais été quelqu'un de lâche. J'ai jamais été quelqu'un qui se renie. Je ne sais pas comment on fait pour dormir le soir lorsqu'on a dit qu'Ali Bongo était un bon leader, lorsqu'on a chanté les louanges d'Ali Bongo, qu'on a dit partout qu'Ali Bongo c'est le président qu'il nous faut, qu'on a mené campagne à ses côtés sur le terrain et que le lendemain, on applaudit son adversaire qui vous dit vous n'avez rien fait. Je ne sais pas comment on fait pour dormir le soir en ayant fait ce 380 degrés, en disant, bon, mais écoutez, 360 degrés, voilà. Ali Bongo, le matin, il est le meilleur. Le lendemain matin, Ali Bongo n'est plus là, les mêmes disent, Oligui, il est le meilleur parce qu'Ali n'a rien fait. J'arrive pas à comprendre ça. Je ne comprends pas cela. Je ne défends pas Mordicus, je défends la part de bilan en reconnaissant ce qui n'a pas été bien fait. Je viens de vous le dire, les 3 000 logements, les 5 000 logements par an, ça a été une catastrophe. La destruction de la cité démocratie, ça a été une catastrophe. Il y a un certain nombre d'autres choses comme ça. On a annoncé une compagnie aérienne qui n'a pas eu lieu, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, la compagnie qui est annoncée par le CTRI, Fly Gabon, c'est une esbrouffe. Fly Gabon n'est pas une compagnie nationale. Donc, il faut arrêter de dire ça aux Gabonais. C'est qui au capital? Ce capital a été payé à combien? J'en reviens également sur la question de Assala. On se réjouit d'avoir acheté Assala. Mais qui a acheté Assala? C'est le trader qui a avancé de l'argent en lieu et place de l'État. Et donc l'État aujourd'hui n'est pas propriétaire. C'est encore le trader qui a les actifs. Et l'État remboursera. Mais est-ce qu'il y a eu là-dessus une loi d'emprunt? Lorsque l'État doit acquérir quelque chose, il n'y a que par le trésor public, soit sous ressources propres, soit sur ressources d'emprunt.
650 milliards de francs qui ne sont pas sortis par les caisses de l'État. Comment on fait pour les payer s'il n'y a pas une loi d'emprunt? Et s'il y a une loi d'emprunt, on a emprunté à qui? Pour quelle modalité? Quel taux d'intérêt? Sur combien de temps? Tout ça n'est pas très clair. Et donc, on ne dit pas la vérité aux Gabonais et il n'est pas bon de continuer comme ça. Et je dis que malheureusement, ceux qui ont été au gouvernement, peut-être aux responsabilités les plus importantes, pourquoi se taisent-ils? Parce qu'ils ont besoin de continuer ou de se cacher, je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse, mais c'est à chacun de répondre. Mais on ne peut pas me faire porter à moi, par exemple, le bilan de la route. Je n'ai jamais été ministre des TP. Et ceux qui ont été ministres des TP depuis Omar Bongo, si je prends Makokou, par exemple, on me dit, je n'ai pas fait au vent Makokou. Je réponds que je n'ai pas été ministre des TP. Je n'ai pas été ministre de l'économie. J'ai été Premier ministre pendant 7 mois. Mais dans les 7 mois, qu'ai-je fait? J'ai négocié avec la BGFI un emprunt de 150 milliards de francs CFA. 60 milliards de francs CFA ont été décaissés au mois de juin 2023. J'ai le numéro de compte, j'ai le montant qui a été décaissé, 60 milliards de francs CFA. Lorsqu'on a négocié cet emprunt, qui a pris des mois et des mois avant d'être validé, la BGFI a exigé que nous mettions un courrier pour indiquer les tronçons qui seraient concernés parce qu'ils voulaient éviter que cet argent serve à autre chose. On a mis là-dedans le tronçon au vent Makokou. On a mis l'achèvement d'Omboué-Port-Gentil sur les 12 km entre Ferrassol et Mbega. On a mis l'achèvement de Ndende-Chibanga sur la zone où il restait une trentaine de kilomètres. On a mis l'achèvement de Chibanga-Mayumba sur 6 km qui restaient. On a mis Mwanda-Bakumba. Nous avons même mis la connexion nord au niveau de la voie de contournement, la connexion sud, l'échangeur qui a été réalisé. Donc tout ceci a été mis dans cet emprunt. Je demande qu'on vienne me contredire là-dessus. Parce que c'est moi qui ai signé cet emprunt-là avec la BGFI, avec Mme Roboti, ministre de l'économie, avec Mme Edith Ekiri, ministre du budget. C'est nous qui avons négocié ça avec M. Toussaint Kouma, ministre des TP. Donc voilà les éléments. Au vent Makokou a été programmé dans ce financement et au mois de juillet 2023, je l'ai annoncé à Makokou. Lorsqu'on me fait le reproche de l'état du réseau routier, Makokou a été créé en 1908. A donc attendu que je sois ministre que je sois Premier ministre pendant 7 mois pour me reprocher au vent Makokou. Il y a un problème. On me dit, vous n'avez rien fait pour les vôtres. Mais comment est-ce possible? J'ai travaillé comme républicain. Lorsque j'ai été ministre de l'énergie, pour la première fois, dans ma ville de Makokou, le quartier qu'on appelle Loa-Loa, c'est un des tout premiers quartiers de la commune de Makokou, qui n'avait jamais eu ni eau ni courant. C'est sous moi qu'il y a eu l'eau et le courant à Loa-Loa. C'est sous moi qu'il y a eu l'eau et le courant à Nzayon, l'eau à Ekon. C'est sous moi. Le canton Tanroui, en Tsingele, j'ai mis l'eau et le courant. J'ai mis l'eau. Et j'ai offert des kits solaires à chaque village du canton Tanroui. Donc, en Tsingele, adduction d'eau. À Mbès, adduction d'eau. À Tibelon, adduction d'eau. Mais je ne l'ai pas fait seulement pour ma province. Je l'ai fait dans d'autres provinces en tant que ministre. J'étais dans le Volontem, dans la Nyanga, dans la Ngounié. Donc, il y a un problème. Je veux que mes contradicteurs parlent de mon bilan de ministre là où je suis passé. Les affaires de Billy Biza est arrogant, Billy Biza est méprisant, Billy Biza a fait ci, Billy Biza a fait ça. On n'est pas au gouvernement pour juger des qualités intrinsèques des uns des autres. On regarde ce qu'on fait comme ministre. Et j'attends qu'on débatte de ce que j'ai fait comme ministre. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Justement, pour évoquer ces polémiques, alors que vous étiez Premier ministre, je ne sais plus si c'est à l'Assemblée, à l'occasion d'une sortie, vous aviez dit que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens. Et cette sortie vous a valu tous les sobriquets et tous les colibets. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce propos et repréciser votre pensée à ce moment-là? D'abord, je n'ai jamais tenu un tel propos. Les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, c'est l'organe, le Gabon Media Time, qui a fait ce verbatim en le déformant un peu. Ils ont écrit ce qu'eux, ils ont compris dans le propos que j'ai tenu. Mais je n'ai jamais tenu ce propos. L'enregistrement existe, mon texte existe. Lorsque je suis nommé Premier ministre, j'ai dit au président Ali Bongo, ma priorité sera la lutte contre la vie chère.
Et lorsqu'on regarde les 12 axes stratégiques que j'ai posés devant l'Assemblée nationale, la lutte contre la vie chère est l'acte numéro 1. Cela a été tellement pris en compte qu'il y a eu un ministre d'État en charge de la lutte contre la vie chère. Nous avons organisé dans notre pays des assises provinciales sur la vie chère, qui ont abouti aux assises nationales sur la vie chère. Nous avons travaillé une nouvelle circulaire des prix avec M. Lucien Abouna, qui était à l'époque directeur général de la consommation, avec d'autres compatriotes qui occupaient plusieurs fonctions pour une nouvelle mercuriale. On a maintenu les subventions pour la farine de blé, les subventions sur le carburant, la gratuité des transports, la gratuité des soins de santé. On a maintenu tout cela. Et dans mon discours de clôture aux assises, j'ai indiqué l'effort que l'État avait fait. Et j'ai voulu interpeller nos compatriotes sur les choix parfois qui sont faits et qui me semblaient peu pertinents. Et l'exemple que j'ai pris, j'ai dit, mais lorsqu'on gagne 300 000 francs CFA par mois et qu'on achète un téléphone portable qui coûte 1,5 million, cela n'est pas possible, ce n'est pas pertinent comme choix. C'est ce que j'avais indiqué. Et de là, on a dit que j'ai dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Mais moi, j'observe, pour le déplorer, qu'aujourd'hui, on dit, ah, tellement la vie de paraître. C'est quoi la vie de paraître? La vie de paraître, c'est quoi finalement? C'est simplement faire de l'esbrouf, montrer qu'on est en costume cravate, refuser de monter dans l'ongori alors qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on estime que l'ongori, c'est pour ceux qui sont pauvres, refuser de faire ses courses à Montbouette, parce que si on fait les courses à Montbouette, on dit qu'on est pauvre. C'est tous ces comportements que j'ai voulu interpeller. Je suis Gabonais, je vis au Gabon, et je sais les difficultés que les uns et les autres ont pour boucler les fins de mois. Je serai le dernier à dire une telle chose. Ma pensée a été mal interprétée, mal comprise. Vous savez, lorsque j'ai été ministre de l'Énergie, je reçois un jour, pardonnez-moi de raconter cela. Avant de le dire, lorsque j'indique que je suis un Gabonais, né d'une famille ordinaire du Gabon, je n'ai pas dit que ma famille était pauvre ou d'une extrême pauvreté. Mon père était fonctionnaire, il n'était pas pauvre. Ma mère nous a enseigné le respect du peu que nous avions. Et nous avons grandi dedans. Mon père était fonctionnaire et il était logé par l'État. Et étant logé par l'État, nous avions la gratuité de l'eau, de l'électricité et du téléphone. Mais mon père, il nous disait, tous nos voisins vont à la fontaine publique prendre de l'eau, vous partez à la fontaine comme eux. À Makoko, on avait une fontaine publique à 100 mètres de la maison. Nous partions à la fontaine publique alors qu'on avait l'eau courante à la maison. Le soir après les leçons, autour de 19h30, 20h, extinction des lumières, parce qu'il ne fallait pas gaspiller le courant, même si c'est l'État qui paye. Moi, j'ai gardé cela. Le téléphone, on ne l'utilisait pas n'importe comment, même si c'est l'État qui paye. Cela a fait que partout où je suis passé comme ministre, j'ai tout fait pour ne pas faire le gaspillage. Lorsque j'ai aménagé un bureau, quand je quittais, je n'embarquais rien d'autre que mon ordinateur. Celui qui arrivait après moi commençait le travail tout de suite. J'ai quitté tous les départements ministériels en laissant à l'État un bureau fonctionnel qui n'a jamais fait l'objet de réaménagement par la suite. Chacun est venu et il a travaillé. Lorsque j'étais ministre de l'Énergie, on est venu me voir pour me dire, vous avez droit à la gratuité d'électricité et d'eau. J'ai demandé le texte qui le fixait. Il n'y avait pas de texte. J'ai modifié mon compteur. J'ai pris un compteur aidant triphasé pour payer moi-même mon courant et mon eau. Je n'ai jamais bénéficié d'une gratuité de courant et d'eau de toute ma vie, même lorsque j'étais ministre de l'Énergie. Pourquoi? Parce que j'estime que ceux qui gagnent le plus ne devraient pas être ceux qui bénéficient encore du soutien de l'État. Lorsque je parle de la question de la vie chère, j'en parle parce que je vis ça au quotidien. Mes sœurs, mes frères, mes amis, je vois bien comment c'est difficile. Et donc, je considère que par le travail que j'ai eu, j'ai été un peu privilégié. Je ne peux pas me moquer des gens. J'essaye de faire entendre ça. Donc, encore une fois, toutes mes excuses. Si ma pensée a été mal comprise, si mes mots ont été mal choisis, mais je n'ai pas voulu me moquer des Gabonais, loin s'en faut. Très bien. La problématique du chômage a été un nœud gordien pour tous les gouvernements, y compris le vôtre. Alors, quel regard portez-vous sur cette question qui semble insoluble, malgré la volonté affichée par les autorités militaires qui ont tout de suite plongé sur l'attribution de postes budgétaires, par exemple, pour certaines catégories de fonctionnaires? Oui, mais on atteint là les limites du populisme et de la démagogie.
On a vu des meetings avec des compatriotes qui venaient avec des milliers de dossiers. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Nous avons aujourd'hui une fonction publique. Moi, je ne dirais pas qu'elle est saturée. Je dis qu'il faut regarder à nouveau comment mieux redéployer. Parce que lorsque je visite le pays, moi j'ai fait plusieurs fois le tour du Gabon. Quand on va en province, qui tient nos administrations en province? Les sous-préfectures, les préfectures, les gouvernorats. C'est souvent la main-d'œuvre non permanente. Qui tient nos écoles? C'est ce qu'on appelle les bénévoles. Donc, il y a encore des poches d'emploi dans notre pays en ce qui concerne la fonction publique. Il faut pour cela mieux répartir les agents sur le territoire national. Tout le monde est à Libreville, Port-Gentil, Oyem, Mouila, d'après le recensement qu'a fait Mme Madeleine Baird, ministre de la fonction publique. Mais qui est à Mekambo? Qui est à Zenzele? Qui est à Minvoul? Personne ne veut y aller. Donc, il faut mieux répartir tout en mettant en place les conditions que les gens puissent y aller. Ensuite, il y a un élément dont tous les gouvernements ont parlé, mais on n'arrive pas à prendre le taureau par les cornes, c'est la question de la fameuse adaptation, formation, emploi. C'est la question finalement d'encourager nos compatriotes au secteur privé. Mais il ne faut pas leur dire du jour au lendemain, allez créer les entreprises. Ça ne s'improvise pas, il faut former. Il faut donc introduire dans les modèles de formation, dans les modules de formation, la question liée à l'entrepreneuriat, donc à l'auto-entrepreneuriat, la question liée à l'apprentissage, et indiquer que ce n'est pas parce qu'on a décroché sans diplôme qu'on ne peut pas trouver un emploi, il y a l'apprentissage. Et après, pour ceux qui sont déjà formés, qui ont un master en histoire, en géographie, en sociologie, en droit ou en économie, il faut absolument que l'État trouve des solutions. On ne peut pas répondre à ces jeunes Gabonais que l'État ne peut rien faire pour vous, allez vous débrouiller, allez créer vos entreprises. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'État, qui les a formés, qui les a laissés s'inscrire dans ces filières-là, a l'obligation de trouver des solutions. Et il faut que l'État ait le courage de réformer l'UOB. On ne peut pas continuer à former des jeunes gens dans des filières qui ne donnent pas de l'emploi parce qu'on maintient de l'emploi pour des enseignants. Il faut réformer l'UOB. Les enseignants ont déjà leur emploi, on peut les reconvertir, mais les jeunes qui entrent dans des filières sans déboucher, comment on fait? L'État doit avoir ce courage-là. Et malheureusement, encore une fois, on peut me reprocher d'avoir été Premier ministre, d'avoir pas fait. Je rappelle que c'était 7 mois. Et ce n'était pas suffisant pour le faire. Mais si on regarde ma déclaration de politique générale, il y avait la réforme de l'UOB dans cette déclaration de politique générale. Très bien. Malgré les discours de bonne volonté affichés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, les tensions sociales semblent avoir repris de plus belle. Qu'est-ce qui justifie cette montée de tension et pensez-vous que la tendance va aller crescendo? Lorsque j'étais Premier ministre, j'avais indiqué aux membres du gouvernement et à certains de mes proches qu'après la présidentielle, ce que je craignais le plus, c'était une crise sociale. Nous avions sur le tableau de bord tous les indicateurs d'une crise sociale à venir. La demande forte sur l'emploi par des jeunes, la question de la vie chère, la question des retraités, la question de la santé, la question de l'éducation. Toutes ces questions-là montraient bien qu'on allait droit vers une crise sociale. Le coup d'État du 30 août a recréé chez les Gabonais un espoir. Ils se sont dit, les choses vont changer. Et puisque les boucs émissaires qui empêchaient que tout ça se déroule ont été mis de côté, le CTRI va opérer des miracles. Mais il n'y a pas de miracle. Et le CTRI a eu tort de dire aux Gabonais, tout va aller pour le mieux, c'est le pays où coule le lait et le miel. Le CTRI a eu tort de le dire. On a dit aux Gabonais, on a trouvé des milliards dans les maisons, et ces milliards sont suffisants pour refaire le pays. Moi, j'attends voir. Et donc, oui, cela a repris parce que les Gabonais ont besoin que leurs revendications soient prises en compte et qu'il y ait un dialogue social. On ne gère pas un ministère comme on gère une caserne. Dans une caserne, il y a un seul qui décide. Mais un ministère, vous ne pouvez pas décider tout seul. Il y a les partenaires sociaux. Et moi, partout où je suis passé, j'ai instauré un dialogue avec les partenaires sociaux. Je n'ai jamais appelé la police contre les syndicats. Je n'ai jamais mis un syndicaliste en prison. Je n'ai jamais mis un journaliste en prison parce que ce sont des compatriotes avec lesquels il faut discuter. Nous sommes un pays de dialogue et de consensus. Il faut dialoguer, il faut trouver un consensus. On ne peut pas envoyer les canons contre les agents
qui demandent simplement leurs droits. Il faut arriver à être à l'écoute. Voilà. Un autre élément épineux, la dette publique, qui constitue un véritable sujet de préoccupation pour le Gabon. Le niveau d'endettement se situe aujourd'hui à plus de 71% du PIB. Vous qui avez été Premier ministre, quel regard portez-vous sur la politique de désendettement mise en place par le CTRI? Bon, d'abord, quand j'ai été Premier ministre et quand j'étais au gouvernement, des efforts ont été faits pour maîtriser la question de la dette. Au moment où je partais du gouvernement, nous étions à 56%. On m'a dit par la suite qu'il y a eu des dettes cachées. Là, quand on parle d'Assala, c'est une dette cachée. Quand on parle de Fly Gabon, c'est une dette cachée. Quand on parle de Ebomaf, qui vient acheter la CNI, c'est une dette cachée. Quand on parle des travaux qui vont être faits par Ebomaf sur les autoroutes, ce sont les dettes cachées. Et donc, si on associe tout cela, vos 71% sont largement dépassés. On va tutoyer les 80% l'année prochaine, si on intègre ces éléments dont je viens de parler. Et je trouve qu'il faut d'abord la sincérité. La sincérité, c'est quels sont les vrais chiffres. C'est pour cela que lorsque je dis qu'il faut une commission vérité, justice et réconciliation, je parle également de la gestion de l'État. Cet endettement-là, lorsqu'un pays a plus de 7 000 milliards de dettes et que nous avons les difficultés qu'il y a actuellement, où est passé cet argent? Poser cette question, ce n'est quand même pas insulter quelqu'un. Et donc, ce que fait le CTRI sur la question de l'endettement, c'est très dangereux. Parce que le CTRI vous a annoncé avoir épongé toute la dette. Et on se rend compte que non, ils ont payé juste quelques échéances qui étaient prévues. Et qu'ils ont continué à endetter le pays. Mais ils endettent le pays pour quoi faire? Ce n'est pas pour financer ce qui est productif. C'est pour essayer de faire la poudre aux yeux et dire aux Gabonais, regardez, si en un an on a pu faire ça, imaginez ce qu'on fera en 7 ans. Non. Si en un an on a pu endetter à ce point, il faut imaginer comment ils vont endetter en 7 ans. C'est en 7 ans qu'il faut poser la question. Or, tel que c'est parti, cet endettement n'est pas expliqué. Et là, vous faites bien de me poser la question. Nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale l'examen de la loi de finances rectificative 2024. Pendant qu'on examine cela, ils ont adopté déjà la loi de finances initiale 2025. Il fallait comprendre quelque chose. Moi, j'ai toujours dit que de ce que je sais, l'État gabonais n'arrive pas à mobiliser plus de 1700 milliards de ressources propres chaque année. Eux, ils ont inscrit 2500 milliards. J'attends voir comment ils vont faire pour mobiliser 2500 milliards de ressources propres quand les entreprises ferment. Parce qu'elles sont en train de fermer. Quand l'économie est au ralenti, parce qu'elle est au ralenti. Quand les besoins sociaux sont aussi forts. Ils vont faire comment pour trouver ce financement-là? Et donc, je crains qu'en année N+1 ou en année N+2, quand la Cour des comptes passera, le déficit, il peut être à 5 ou 6%. Ça veut dire que la part entre ce qui était prévu et ce qui aurait été exécuté, entre ce qu'on a cru faire entrer et ce qui est entré, quand on fera le rapprochement, on se rendra compte qu'on a un déficit qui s'est creusé et c'est dangereux pour l'économie. Donc, il faut la sincérité des chiffres. Et là, malheureusement, le CTRI a du mal à donner la sincérité. Et ce n'est pas la faute au gouvernement. Pour une fois, franchement, je ne pense pas que Raymond Donsima, qui est Premier ministre, soit responsable de ça. Il y a une nébuleuse qu'on appelle CTRI. Personne ne sait où ça loge. Personne ne sait qui compose quoi. Personne ne sait qui y fait quoi. Et c'est cette nébuleuse-là qui vient tous les jours vous dire, tel travaux ici, c'est estampillé CTRI. On ne dit jamais quel est le montant du financement. Mais on dit financement CTRI. Le CTRI, c'est devenu un État dans l'État. Mais le budget CTRI, il vient d'où? C'est fait comment? Qui contrôle le CTRI? Qui contrôle l'exécution de ce budget-là? Donc, on ne peut pas avoir dit qu'on renouvelle un système et faire pire que le système qu'on prétend renouveler. Le CTRI aujourd'hui est une catastrophe pour le pays, je le dis très clairement, parce qu'on ne sait pas qui c'est le CTRI. Ils rendent compte à qui? Ils disent quoi à qui? Quelle est l'institution de contrôle du CTRI? Il n'y a pas d'institution sans en face une institution de contrôle. C'est ça l'équilibre des pouvoirs. Mais le CTRI est contrôlé par qui? Et donc, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Le gouvernement, je ne sais pas s'il a la main sur l'endettement de l'État. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la direction générale de la dette a la main sur tous les endettements qui se font là, les emprunts qui se font. Je n'en sais rien. Et donc, là-dessus, il vaut mieux être prudent. Parce que je n'ai pas tous les chiffres, mais je constate simplement, dans les masses générales, que ça prend l'ascenseur. Et à cette allure-là, nous allons avoir des problèmes dans 3 à 4 ans, pas plus. Très bien. Alors, quel regard
portez-vous finalement sur l'avenir du Gabon, surtout après le processus de transition qui devrait se clore par la tenue de la prochaine élection présidentielle? Bon, d'abord, je ne sais pas si la transition doit se clore par la présidentielle. Le CTRI et le gouvernement ont du mal à nous dire quel est l'agenda de sortie de la transition. On est rentré dans la transition par un coup d'État qui a dissous toutes les institutions. Bon, certaines ont été réhabilitées pour les besoins de la cause, mais on a dissous les institutions. Ayant dissous les institutions, quelles sont les institutions, qu'on a réformées ou qu'on va réformer, dans quel timing, quel calendrier et dans quelle mise en œuvre? On ne sait pas. Une fois qu'on a fait la présidentielle, si on commence par la présidentielle, ça veut dire que le président élu va donc nommer un gouvernement avec quel parlement? Le parlement nommé, on fait ça comment? Et ce parlement nommé, il va contrôler qui? Est-ce qu'il ne valait pas mieux commencer par la question du renouvellement par le bas? Donc on commence par les collectivités locales, on fait le renouvellement du Parlement. Une fois que le Parlement est en place, on renouvelle la Cour constitutionnelle. Une fois qu'elle est en place, on met toutes les lois du pays et on va à la présidentielle. Pourquoi faire l'inverse? Et je regarde que dans cette constitution, qui sera soumise au référendum, si c'est adopté tel quel, on nous dit que même quand elle sera adoptée, la charte reste en vigueur. Or, la charte n'a été adoptée par personne, sinon par les militaires eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'elle reste en vigueur si le peuple souverain se prononce par référendum pour une constitution? La nouvelle constitution doit faire tomber tout ceci. Et donc, ce mélange est tout à fait scandaleux pour le pays. On ne gère pas comme ça. Il faut que le CTRI nous dise quel est l'agenda de sortie de la transition. Telle institution sera renouvelée à telle échéance, telle à telle échéance, et la dernière, c'est telle institution. Qu'on y voit clair. Parce que pour le moment, il y a un flou, mais je pense qu'eux-mêmes n'ont pas réfléchi à ça. Très bien. Nous arrivons au terme de cette interview, mais nous ne saurons conclure sans vous donner l'occasion de répondre à celles et ceux qui, sous plusieurs commentaires nous avons pu lire, ont tendance à dire « Billy Binze devrait être en prison ». Que leur répondez-vous? Et ensuite, vous pourrez clore par votre mot de fin. Écoutez, que quelqu'un soit en prison n'est plus une question d'opinion des uns des autres. La prison, c'est du pénal. Et donc, il faut qu'on me dise le crime pour lequel je dois être en prison. Si je dois être en prison parce que j'ai été ministre d'Ali, qu'on met tous les ministres d'Ali en prison. Si je dois être parce que j'ai été premier ministre d'Ali, qu'on met tous les premiers ministres d'Ali en prison. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois être en prison. En revanche, je sais que je dérange les gens. Mais je ne suis pas là pour déranger les gens. Je suis là pour dire ce que j'ai à dire, d'où avoue m'avoue. Parce que je dis la vérité, j'essaie en tout cas de la dire. Avoue m'avoue parce que j'essaie d'être cohérent avec moi-même. Et je pense que la politique est une question de cohérence. Je ne peux pas avoir soutenu Ali en disant qu'on a fait des choses et le lendemain soutenir Oligui qui dit qu'Ali n'a rien fait. Ce n'est pas cohérent. Avoue m'avoue, c'est parce que je dis que je ne rentre pas dans les institutions du CTRI. J'en profite pour répondre à ceux qui se répandent sur les réseaux sociaux que je serai là en train de faire de la pression pour avoir un poste. Quel est le poste qu'Oligui va me proposer que je n'ai pas eu? Et quel est le poste que je vais prendre dans le CTRI, sachant que cela m'empêcherait d'avoir des ambitions pour demain? Tous ceux qui sont rentrés au CTRI ne pourront plus être candidats à quoi que ce soit. Pourquoi j'irais le faire là? Pour faire quoi? Pour totalement annihiler mes ambitions? Ce n'est pas cohérent. Donc moi, j'attends qu'on me dise ce que j'ai volé. Parce que depuis 1 an et plus, je ne suis plus responsabilité. Mais je sais que des enquêtes sont menées sur ma gestion. On est allé mener des enquêtes au ministère de la Communication pour voir si là-bas, il y a eu des malversations éventuelles. J'attends les résultats. On est allé interroger la SEG, le ministère de l'Énergie. J'attends les résultats. Il n'y a rien, sauf ce qu'ils peuvent fabriquer. Mais il n'y a rien qu'on peut me reprocher dans ce sens-là. Mais je ne cherche pas la prison. Personne ne veut vivre en prison. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas mentir aux Gabonais. Les Gabonais ont applaudi en espérant qu'avec le départ d'Ali Bongo, les choses allaient changer. Et ce que fait le CTRI est pire que ce qu'aurait fait Ali Bongo. C'est pire. Que ce soit dans la gestion de l'État, que ce soit dans ce qui est proposé, c'est pire. Et donc, on a menti aux Gabonais. Et moi, je dis simplement, messieurs, la place des militaires, c'est dans les casernes. L'armée, c'est le dernier rempart. Ne venez pas devant là pour que les Gabonais ne croient plus en vous.
il faut que les Gabonais continuent à avoir confiance en leur armée. Moi, j'ai confiance en l'armée gabonaise pour nous protéger, pour nous sauver éventuellement. Donc, si l'armée gabonaise s'attarde là, et pas toute l'armée, si ceux qui ont fait le coup d'État et qui gèrent là s'attardent, ça va rejaillir sur l'ensemble de l'armée. Je ne souhaite pas que cela arrive. Nous ne voulons pas rentrer dans un cycle d'instabilité. Vous avez dit à l'issue de la transition, vous rendrez le pouvoir aux civils, tenez parole et respectez votre parole. Vous êtes des hommes d'honneur. Ce qui fait l'armée, c'est ça. Il y a un code d'honneur. Ce qu'a dit un militaire, il le fait. Devant la communauté internationale, la communauté nationale, quelqu'un qui a prêté serment dans ses habits d'apparat, il ne peut pas renier sa parole. Je pense que le général Oligui pourrait faire comme Amadou Toumani Touré, gérer une transition, se retirer, laisser les civils reprendre ce qui appartient aux civils. Chercher à faire autrement, c'est chercher à plonger le pays dans un danger dont personne ne maîtrise aujourd'hui les conséquences exactes. Donc ceux qui le disent, je ne sais pas. On dit il est arrogant. Je ne sais pas dans quel code pénal c'est écrit que lorsqu'on est arrogant, on va en prison. On dit qu'il est méprisant, en supposant que je le sois. Ce sont des gens que je ne connais même pas. Mais s'ils disent que je suis méprisant, dans quelle prison on va parce qu'on a été méprisant? On dit, ah, il a fait souffrir les Gabonais. En faisant quoi? Qui ai-je fait souffrir? Je viens de vous dire, j'ai été ministre. Je n'ai mis aucun Gabonais en prison. J'ai été ministre. Je n'ai pas fait perdre l'emploi à un Gabonais. J'en ai même créé. En créant Gabon 24, j'ai créé de l'emploi. En créant Gabon Culture, j'ai créé de l'emploi. En faisant en sorte que GVA existe, j'ai créé de l'emploi. En faisant en sorte qu'il y a pour aujourd'hui salle de spectacle à l'Olympia, j'ai créé de l'emploi, même si pour le moment il ne fonctionne pas. J'ai fait le nouveau musée, j'ai créé de l'emploi. J'ai fait souffrir qui? Quel est le Gabonais qui va se lever pour dire « Billy Bézé m'a fait souffrir » Et donc, je crois que mes contradicteurs ont du mal à trouver des arguments et donc ils vont fouiller dans les poubelles qui peuvent s'ouvrir pour chercher je ne sais trop quoi. Mais il ne faut pas qu'ils s'y attardent. Et je termine par une chose. Une des fautes morales du CTRI, c'est d'avoir promu à ses côtés des personnes qui étaient reconnues comme des, pardonnez-moi l'expression, injurieux publics sur la toile. Tous ceux qui injuriaient Ali Bongo comme ce n'était pas permis, on les a promus aux fonctions de l'État. C'est une faute morale. Parce qu'un État est une continuité historique. Celui qui a mal agi sur un État, vous ne pouvez pas le récompenser. Si vous le faites, vous ouvrez la boîte de Pandore. Et donc aujourd'hui au Gabon, il faut insulter quelqu'un pour être promu. C'est une faute morale. Et moi je dis simplement, ceux qui gagnent leur pain en m'insultant, c'est tant mieux s'ils peuvent nourrir leur famille avec ça. Mais moi ce que je fais, je n'ai jamais insulté personne. Je dis les choses comme elles sont. Quand je dis, monsieur, vous avez dit que vous rendez le pouvoir aux civils, je n'invente pas, ils l'ont dit. Quand je dis qu'ils n'ont pas fait de château d'eau, je ne l'invente pas, j'apporte la preuve que c'est moi qui ai fait les châteaux d'eau. Et donc ce que je dis, je peux le prouver. J'attends qu'on m'apporte une contradiction sur ce que j'ai dit et non pas sur la couleur de ma peau ou sur ma manière de marcher. Voilà. La rédaction de Gabon Media Time vous remercie. C'est moi qui vous remercie.